Madame Belmire, bonjour. Vous êtes informaticienne à la retraite, passionnée d'astronomie et également présidente de l'association Céro France qui vient en aide aux personnes qui ont été victimes d'un enlèvement extraterrestre. Vous-même avez vécu plusieurs enlèvements. Pouvez-vous nous expliquer comment et pourquoi vous avez créé cette association? Alors, le Céro France, qui est l'association de soutien effectivement de rencontres pour les personnes qui ont été rencontres rapprochées d'enlèvements extraterrestres. Je l'ai créé en 2014 pour venir en aide effectivement aux personnes comme moi-même. J'ai été abductée, ce qu'on appelle le terme abducté, qui vient des États-Unis, hein, Oui, pour dire enlevé. Et en fait, cette association, j'ai mis 2 ans pour la créer, c'est-à-dire qu'en fait, ça a cogité dans mon esprit depuis 2012, moment où j'ai vécu des souvenirs qui sont remontés à ma mémoire, oui, effectivement, comment dire, des enlèvements que j'ai vécus. Et qui m'a amené à réfléchir en rencontrant d'autres abductés qui avaient vécu aussi des traumatismes par rapport à leurs enlèvements. Et je me suis dit, il faut créer comment dire, une structure pour pouvoir apporter un soutien, parce qu'il y a des personnes que j'ai rencontrées qui étaient vraiment moralement affectées par ces enlèvements. oui, Donc, au départ, j'avais été à l'INRES, donc l'Institut de recherche d'événements extraordinaires que Stéphane Alix avait créé en 2007. Et j'allais à des rencontres, des groupes de parole où nous échangions sur nos expériences. Et en fait, Stéphane, ça je le remercie par rapport à la structure qu'il a créée pour l'INRES, de pouvoir faire ces échanges, mais on n'avait pas de suivi sur les enlèvements extraterrestres, même si lui-même avait rencontré le docteur John Mack, psychiatre aux États-Unis, oui, qui a longuement, enfin qui a travaillé, rencontré oui, des abductés aux oui, États-Unis. Donc je me suis dit, il faut vraiment que je crée une structure associative en oui, France, mais avec l'aide de psychologues, oui, hypnothérapeutes, pour pouvoir comment dire, être suivi psychologiquement s'il y avait effectivement des problématiques qui continuaient dans le temps par rapport à ces enlèvements, et puis pour nous aider à comprendre les mécanismes de la conscience, des souvenirs, etc. Et de pouvoir, comment dire, analyser les résultats de ces régressions oui, sous hypnose. Elle pouvait nous aider à chercher à comprendre, en fin de compte, dans les souvenirs que nous avons vécus, ce qui a pu se passer, parce qu'il y a des souvenirs qui sont conscients et d'autres qui sont comme des mémoires écrans, en oui, fait, et qui cachent, je dirais, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, quoi, voilà. d'accord. Et donc, en 2014, enfin avant 2014, j'ai contacté des psychologues, soit dans l'INRES, soit en dehors. Et en fait, c'est grâce à l'INRES que j'ai pu rencontrer Nicolas Dumont, qui est psychologue clinicien, hypnothérapeute, qui a accepté de créer avec moi l'association donc Céro France. Voilà. D'accord. Et le nom Céro France est venu, je dirais, a été conseillé par Marc Auburn, que certaines personnes connaissent, puisqu'il pratique le Pandora, une lumière, Lucia, etc., qui permet de faire des expériences, sortir du corps, etc. Je connaissais Marc Auburn qui m'a dit, mais peut-être si tu te mets en contact avec Yvonne Smith qui est aux États-Unis, qui a créé Céro International, tu peux peut-être créer le Céro, le même nom, ou quelque chose d'approximatif, pour accueillir des abductés en France. Et l'idée est partie de là. Et donc Nicolas Dumont, avec moi-même, on a commencé à créer la structure pour créer l'association. Et il y a eu des expérienceurs, donc des abductés, qui ont accepté de rejoindre, lors de la création du bureau de l'association, euh, de créer la structure de commencer à la mettre en place. Voilà. Pour D'accord. pouvoir aussi avoir un lieu d'accueil, pour pouvoir faire des régressions sous hypnose. Oui, C'était aussi notre démarche dans les souvenirs, de comprendre les souvenirs, etc.
et en même temps de pouvoir avoir des groupes de parole et un suivi après, parce que les régressions peuvent amener à des souvenirs et puis même des choses qui sont douloureuses Oui, quand on s'en rappelle, mais en même temps, il fallait avoir cette structure par des psychologues pour ne pas, d'abord pour comprendre si des fois les souvenirs étaient, enfin, pouvaient être plus ou moins réels, déjà de comprendre parce que la mémoire, la conscience, c'est très très vaste, et en même temps de voir s'il y avait des simulations. Parce que il y a des personnes qui des fois se disent enlevées et à travers des lectures ou des choses plus ou moins fantasmagoriques, pensent qu'ils ont vécu vraiment des abductions. Et d'accord. il est arrivé que on a dû arrêter effectivement de garder des personnes dans l'association parce que ce n'était pas vraiment ce qu'elles avaient vécu. D'accord, Voilà un petit peu pour brosser la création du CERO en d'accord. 2014. Et donc vous-même avez été victime de plusieurs enlèvements. Et est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu à ce sujet votre propre expérience? Alors, en fait, au fur et à mesure des années, je suis à la retraite maintenant, donc Oui, j'étais dans l'informatique effectivement, donc j'essaie de garder un esprit rationnel et d'analyse des événements que je vis, mais depuis très longtemps, puisque j'ai vécu des phénomènes paranormaux. Et puis souvent, ce qui se passait, c'est que si vous voulez, s'est articulé dans les années 2005-2007 oui, où c'est revenu, c'est-à-dire les souvenirs sont vraiment revenus en mémoire. Et en l'occurrence, je suis repartie en arrière sur une expérience qui me revenait en mémoire, qui était en 1987, où j'étais partie me reposer. Après, j'avais eu beaucoup de soucis, je travaillais, j'avais eu beaucoup de soucis, une grande fatigue, voilà. J'ai laissé mes enfants qui étaient en garde, qui étaient grands déjà à l'époque, et je suis partie dans mon lieu de travail. Il y avait comment vous dire, une maison, enfin pas une maison, mais un appartement qu'on louait comme ça se fait dans les entreprises, des fois pour les employés qui travaillent dans oui, l'entreprise. oui. Il y a des lieux de repos où on peut aller, on loue, etc. Voilà. Et là, moi, c'était à Chamonix, Mhm. donc dans les Alpes, et j'avais demandé si au début décembre, dans cette année-là, je pouvais aller me reposer une semaine pour me retaper un petit peu, reprendre les esprits, etc. Donc je pars à Chamonix. L'appartement était dans un immeuble et il y avait, fin de compte, cette saison-là était très calme puisque c'était avant les vacances scolaires, avant le départ, voilà, donc tout était très calme dans la ville. Et l'immeuble où je devais me rendre, l'appartement était au dernier étage. Oui, Alors comment vous dire, cet immeuble était quand même assez grand puisqu'il y avait au moins 6 étages et il se trouvait au dernier étage. Donc je précise ça parce qu'il y a quand même des corrélations, des choses, des éléments qui sont liés. Donc c'était presque vide, hein, les immeubles étaient d'accord. presque vides puisque c'était des Orsi. immeubles hors Oui, saison. voilà, c'est ça. Donc je rentre dans l'appartement qui était en duplex, vous voyez, qui était assez grand puisque c'est un appartement pour caser au moins 8 à 10 personnes là-dedans. Et m'installe et je me dis le soir, après avoir dîné, je vais m'installer dans une des pièces, une des chambres, mais qui donne sur le ciel, puisqu'il y avait un Velux. Et je me disais, comme ça, quand je serai dans le lit, je pourrais regarder les Les étoiles, étoiles. le ciel que j'aime toujours observer la nuit. Donc je m'installe, il est, je sais pas, 11 heures, peut-être 11h30 du soir, il fait nuit, on est au mois de décembre, et je m'installe, je regarde les étoiles, je lis un peu, et je m'endors plus ou moins ensommeillée, mais enfin avant de m'endormir, je veux éteindre la lumière. Donc j'éteins la lumière et j'entends un déclic. Après avoir éteint la lumière, j'entends un déclic. Donc ça m'intrigue parce que je me dis, je comprends pas, normalement quand on éteint la lumière, comment dire, le petit interrupteur, bon ça s'éteint et normalement il n'y a pas d'autre bruit, donc Oui, ça fait vraiment voilà. un déclic. Bon, je me raisonne, je m'allonge, je me détends, j'essaye plus ou moins de m'endormir, et puis je ferme les yeux et à un moment donné, je sais pas, je me retrouve comme dans un état plus ou moins ensommeillé, ensommeillé, pas profondément mais ensommeillé.
Et dans ce que je vois, j'ai les yeux fermés, je vois la pièce qui était dans le noir, elle est allumée. Ah, oui. Et en fait, la lumière qu'il y a, bah, je ne sais pas d'où elle vient parce qu'elle vient pas. La lumière est normalement à côté de mon lit et la lumière, elle est ailleurs. Elle vient d'une source que je ne connais pas. Je ne sais pas d'où vient la lumière, mais je vois qu'il y a une lumière dans la pièce. Et j'essaye de regarder ce qui se passe autour de moi. Je suis dans mon lit, enfin, je me sens dans mon lit. Je suis paralysée. Je veux bouger, je ne peux pas. J'ai les bras, les jambes, tout ça, je suis paralysée. Et je regarde et je vois, en regardant la pièce, je vois le Velux. Et le Velux est ouvert. Et je vois une espèce de câble qui descend, un tuyau qui descend. Et je regarde parce que je dis, mais il vient d'où ce tuyau? Puisque au-dessus, il n'y a rien. Mm. Il n'y a pas, il y a que le ciel. Donc je me dis, tout ça dans la vision de ce que j'observe, je dis, mais je ne comprends pas, le tuyau, il est rattaché à quoi? Et autour du tuyau, je vois deux petits êtres qui flottent, comme s'ils étaient en apesanteur, parce que si vous voulez, tous ces mécanismes-là, je les connais, puisque je suis une passionnée d'espace, d'astronomie, donc je sais que sur Terre, l'apesanteur fait que nous restons collés au sol, et que dès qu'on est en espace, on est en dehors, donc on n'a plus de pesanteur. Bon. Donc je les vois flotter, je dis, mais je ne comprends pas, ils sont le long de ce tuyau, ils flottent, je suis où? Je suis où? Et donc, je vois le tuyau, ce câble, arriver à l'intérieur de moi, donc la partie intime de mon corps, Oui. et je ne peux pas bouger. Et j'ai mal, parce que ça me fait mal quand même, ce qu'on me met. Je cherche à me débattre, à retirer, à bouger, je ne peux pas, j'arrive pas. Et ça dure, je ne sais pas combien de temps, j'en sais rien. Voilà, je ne peux pas mesurer en temps la durée que ça peut avoir. Jusqu'au moment donné, je suis là à essayer toujours de me débattre. Et à un moment donné, c'est comme si j'ouvrais les yeux, je me réveille, j'ouvre les yeux, je regarde, la pièce est dans le noir, je suis bloquée sur mon lit, le Velux est fermé. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai vécu un cauchemar, qu'est-ce qu'il y a eu? Je regarde autour de moi, rien. Et je ressens une angoisse, mais une angoisse très forte. Et je ne comprends pas pourquoi j'ai cette angoisse-là, puisqu'il n'y a plus rien, enfin, je ne vois pas ce qui a pu se passer pour moi. Voilà. Et par contre, j'ai allumé la lumière et je ne peux pas dormir jusqu'au petit jour. C'est-à-dire que l'angoisse était telle que. Et dans la nuit, j'ai très mal dans le bas du ventre. Donc je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas pourquoi j'ai mal au ventre, etc. Et je regarde, donc j'ai mis de la musique parce qu'il y avait un petit poste, je ne pouvais pas rester dans le silence, enfin bon. Le matin, je me lève, je suis quand même assez fatiguée puisque j'ai presque pas dormi de la nuit. Et je ressens comme une atmosphère lourde dans la pièce, lourde dans l'appartement. Et je me dis, mais c'est pas possible, je pourrais pas, je sais pas si je vais pouvoir dormir demain dans cette pièce, cet appartement à nouveau. Alors que je ne suis pas peureuse, je ne suis pas quelqu'un qui est terrorisé par le moindre petite chose. Voilà, j'ai vécu beaucoup de phénomènes paranormaux, donc j'ai l'habitude, je dirais, entre guillemets, de vivre des choses bizarres. Et en fait, si vous voulez, j'ai gardé ça, j'ai pu en parler à personne, et j'ai gardé ça comme un cauchemar très marqué, très net, comme si tout était vraiment... j'avais vécu tout pour moi dans ma tête parce que c'était tellement net que, bon, et je me suis dit, bon ben. Alors, j'ai pas pu dormir de la semaine dans l'appartement. J'ai dû prendre une location à l'hôtel. Donc, vous voyez, j'avais la Oui, location de oui, l'appartement, oui. plus la location de l'hôtel, chose que je n'ai jamais faite. Mm. C'était la première fois que ça m'arrivait, un truc comme ça, d'aller louer. Bon. Et j'ai enterré ça dans ma tête. Voilà, je ne l'ai pas raconté, j'ai gardé ça pendant des années. C'est ce souvenir le plus marquant que j'ai eu. Mais dans les souvenirs qui sont revenus au fur et à mesure des années, c'est que je me rappelais que j'avais plusieurs fois, autour de mon lit, la nuit, je voyais des petits lutins, comme des petits lutins. C'est-à-dire qu'ils étaient plusieurs personnages comme ça autour de mon lit, mais avec une tête qui n'était pas celle des petits lutins, parce qu'ils me faisaient peur quand même. Je me rappelle toujours ceux que je voyais, ils venaient, ils étaient actifs autour de mon lit, mais je ne savais pas, je ne voulais pas. Je sentais qu'ils voulaient m'emmener quelque part, mais je ne voulais pas. Enfin voilà, il y avait toujours une lutte qui se passait dans ces souvenirs-là.
Et en fait, c'est donc en 2012, après avoir cherché plusieurs fois des psychologues, hypnothérapeutes, avec toujours cette angoisse que en 2012, j'ai rencontré un psychologue hypnothérapeute par les enquêteurs de Lumière dans la nuit, donc par Gérard Deforge, Jean-Claude Venturini et Georges Mess, qui m'ont dit, mais tu sais, si tu veux faire une régression, ça serait bien que tu ailles voir Daniel Goldschmidt, il en a déjà fait, bon voilà. Et là, tout s'est enclenché à partir de ça. C'est-à-dire en été 2012, j'ai fait une première régression et là, bah, j'ai vu, si vous voulez, enfin j'ai vu, tous des souvenirs sont revenus en mémoire. J'étais partie dans ma transe, je dirais, où je voyais, bah, un petit peu, je suis revenue en arrière, c'est-à-dire en 87, je revenais dans le souvenir de, j'étais dans la chambre, je voyais le Vélux, etc. Et à ce moment-là, je vois, effectivement, je me vois dans un endroit qui est comme une espèce de coupole, avec un dôme, donc je vois des petits êtres, les petits gris, avec des gros yeux en amande, sur l'endroit où je suis allongée. Mais alors au début, si vous voulez, quand je rentre, enfin je revois la scène, je me vois allongée sur une table métallique. Au début, il y a comme, avant de les voir eux, je vois comme un tissu qui est posé sur moi, mais un tissu, comment dire, un tissu très souple qui me gêne un peu pour respirer et qui est posé sur mon corps. Et en fait, j'entends des bruits de cliquetis, d'objets métalliques qu'on déplace. Et au bout de combien de temps, j'en sais rien, on m'enlève ce tissu et je vois les petits gris autour de moi. Et je dis, je me rappelle très bien à Daniel, je lui dis, mais je les connais de eux. Puis depuis longtemps, je les connais depuis très longtemps. Et donc je me sentais, à la fois j'avais peur et en même temps, ben, comme je les connaissais, ça faisait partie voilà, enfin, de choses normales, quoi. J'allais à nouveau, voilà, je les rencontrais à nouveau, et puis là, dans ce que je voyais, ben, j'allais à nouveau, voilà, refaire une expérience avec eux. Et donc, je voulais dire aussi que Daniel Goldschmidt a été très, très, comment dire, dans la régression, a été très non directif et a posé des questions. Donc, à aucun moment, il n'a suggéré ce que je voyais, ce que je disais par rapport comment dire, par rapport à la régression elle-même. Donc, pour revenir au moment de la régression, c'est-à-dire où j'étais allongée sur la table, etc., je vois un dôme qui est au-dessus de moi, une fois qu'ils m'ont retiré cette espèce de tissu qui est sur le corps, qui apparemment, me disent-ils, les petits êtres, que c'est pour me désinfecter, comme enlever des choses voilà, qui auraient pu polluer ou me désinfecter. Et ensuite, je reste sur cette table et je ressens effectivement, je vois une espèce de tuyau qui rentre à l'intérieur de moi. Et Daniel, qui est l'hypnothérapeute, demande mais qu'est-ce qu'on fait, pourquoi j'ai ce tuyau, etc. Et j'entends, ils me disent, mais ça c'est télépathiquement, c'est pas verbal, c'est télépathique, euh, pour prélèvement d'ovules. Voilà ce que j'entends. Voilà, donc on est dans la question-réponse, je dirais. Ça, donc, alors à un moment donné aussi, je sens une douleur dans mon rein droit, comme s'ils étaient en train de faire quelque chose côté droit. C'est vrai qu'il y a des moments où j'ai une douleur qui est apparue depuis assez longtemps dans le côté droit, à l'arrière, près du rein. Il est possible, alors ça j'ai demandé déjà au niveau médical s'il y avait eu des problèmes, parce que j'avais des soupçons d'avoir des problèmes sur ce rein-là. Et si vous voulez, la séance de prélèvement dure un certain temps, où je suis bloquée sur cette table, je ne peux pas bouger, toujours pareil, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me retrouve debout, je ne sais pas comment, je me suis levée de la table, et ils me disent, euh, on va te faire tester ce qu'est la pesanteur. Et je me soulève, donc je l'évite dans l'espèce de dôme.
où vraiment je sens une sensation extraordinaire de l'apesanteur, où je me retrouve à l'intérieur du dôme assez haut en flottant, quoi, Mhm. je les vois, eux, au sol, je dirais dans cet endroit où j'étais, et je me pose encore la question parce que je me dis, mais qu'est-ce qui fait que eux sont restés collés, je dirais, dans ce dôme où je suis, où s'est passé les examens, et moi je flotte. Bon, là, c'est vrai qu'il y a des mécanismes maintenant où, paraît-il, de toute façon, nous, dans l'espace, on peut recréer la pesanteur à bord d'un vaisseau spatial. Ça pourrait se faire comme par exemple le livre d'Arthur Clarke, de 2001 Odyssée de l'espace. Mhm. Bon, et ça c'est une parenthèse que je fais, puisque là, les souvenirs qui apparaissent dans la conscience, on a vu ça, le psychologue Nicolas Dumont m'a dit, nous explique que des fois les phénomènes de mémoire, de souvenirs qu'on voit sont des phénomènes écrans, et donc il y a des images qui apparaissent, qui sont des fois complètement un petit peu aberrantes, ou qui sont mélangées, où on va chercher des souvenirs qui ne sont pas forcément les souvenirs qu'on a vécus. C'est très complexe, et comme je dis toujours, c'est vraiment comme un iceberg, la conscience, et le phénomène, en plus de ça, des enlèvements, on en voit un tout petit bout et en dessous c'est énorme. Voilà. Donc je me vois donc en lévitation, c'est extraordinaire. Tout ça, je le vis vraiment. Je revis toute la séance et je redescends. Et après, je me retrouve dans mon lit, mais je ne sais pas comment. Donc on a fait une deuxième séance un mois plus tard. Alors si, il faut que j'ajoute que après la première séance de régression, j'ai eu 3 marques sur la cuisse gauche, Mhm. donc où je l'ai photographié d'ailleurs, où on voit 3 ronds bien nets, couleur un peu bordeaux, je dirais, comme des pièces de à peu près de 1 euro. Hein, Ah, et voilà, en forme de triangle. C'est-à-dire qu'il y a 3 ronds qui forment un un triangle. triangle, où on voit bien que ce n'est pas quelque chose de normal. Je dirais, ça m'est arrivé d'avoir des petits vaisseaux qui claquent, vous savez, comme ça Oui. fait toujours, on a des petits bleus. Après, comment dire, après alors la deuxième séance, on va plus loin avec Daniel Goldschmidt, c'est-à-dire je refais la régression. Là, je me vois avant d'aller dans le vaisseau, si je puis dire, ou dans le dôme, Mhm. et je vois en fait, je suis dans mon lit, effectivement, je vois arriver, alors je vois au-dessus comme s'il n'y avait plus de toiture. Donc je vous dis, je suis dans mon lit, etc. Je me demande d'où vient le tuyau, enfin les petits êtres, etc. Et je vois comme s'il n'y avait plus de toiture, mais je vois au-dessus de l'immeuble une espèce de cercle énorme qui stationne au-dessus de l'immeuble. Avec un fond brun rouge, si vous voulez, un peu avec des sortes d'écailles, je dirais. Le fond comme si c'était le dessous d'un objet. Hein. Je vois ça, et en même temps, peut-être dans ma vision, je dirais, de souvenirs, pendant la régression, je vois arriver vers moi un filet de lumière, vous savez, comme les filets pour les oiseaux, je ne sais pas si vous voyez, mais fait de lumière rouge, Oui. qui arrive vers moi et qui va me prendre comme si ça allait m'enserrer, Oui. et me prendre comme quand on attrape une proie, si je puis Oui. dire. Hein. Oui. Et là, je suis terrorisée, mais vraiment terrorisée, parce que je sais que je vois arriver ce filet de lumière rouge quadrillé, là, qui est comme ce filet d'oiseau, si je puis dire, qui va me récupérer, et je ne peux rien faire, parce que je suis paralysée dans mon lit, et que je ne peux pas lutter contre ça. Donc je me vois prise dans cette espèce de filet, et je me retrouve à l'intérieur de ce dôme, encore à nouveau, où je me revois sur la table, je revois, etc. Et je me lève, après l'expérience de prélèvement, etc. Et là, si vous voulez, dans les questionnements, Daniel demande, le psychologue hypnothérapeute qui refait la régression, qui me fait faire la régression, demande, mais pourquoi, puisqu'on a parlé des ovules, etc., prélèvement d'ovules, pour faire quoi? Et là, les êtres répondent télépathiquement, nouveau, pour faire des hybrides. Et forcément, le grand étonnement, moi, ça me paraît, enfin, je dirais, ça fait partie de. Je sais que ces ovules, voilà, ils sont prélevés, que ça fait partie d'un plan, etc. Que, bon.
Je dis pas que j'accepte tout ce qui se passe, parce que si vous voulez, je me rappelle très bien sur la table, je tremblais des pieds à la tête, j'étais terrorisée, donc ce n'était pas une partie de plaisir, ce n'était, je pense pour moi, pas forcément une acceptation, c'était comme un plan qu'on m'imposait, et que, si vous voulez, j'étais prise là-dedans et que j'essayais de me débattre, de sortir de ça, mais que je n'arrivais pas à m'en sortir. Donc, et pour vous dire, enfin, quand je voyais les petits êtres lutins, entre guillemets, la nuit, je ne pouvais pas le raconter à qui que ce soit. Si vous voulez, ça restait des choses qui étaient dans ma tête, dans mon esprit, qui étaient associées aux phénomènes paranormaux, mais je ne savais pas comment me sortir de là. Et donc je suis encore dans cette espèce de dôme. Je suis debout à un moment donné, je me retrouve debout. Alors je ne sais plus si je suis habillée ou non, je ne peux pas vous dire parce que ce souvenir je ne me rappelle pas. Je vois très bien, je décris ce qu'il y a autour de moi. Je vois qu'il y a des espèces comment dire, d'objets, enfin d'appareils, voilà, avec des lumières qui s'allument, etc. Et on leur demande, enfin moi je leur demande, c'est quoi, qu'est-ce que c'est que c'est? Et ils répondent, ça, ce sont des appareils d'analyse, voilà, des expériences qu'on fait, on les utilise pour analyser. Voilà, donc j'avance dans le dôme et je vois qu'il y a un passage pour aller ailleurs. Donc comme une espèce de tunnel, ou je sais pas, quelque chose qui va m'amener vers autre chose. Et donc Daniel, l'hypnothérapeute, me dit, ben, allez voir, allez-y, si vous pouvez rentrer, passer par ce tunnel pour aller voir ce qui se passe. Et là, c'est comme s'il y avait une interdiction, c'est-à-dire j'essaye d'avancer et c'est impossible. C'est comme si on me faisait un barrage par rapport à ce que je pouvais aller voir, mais que je n'avais pas le droit d'aller voir ou dire. Voilà. Et voilà, et je reviens, je réintègre. Alors en fait, pour réintégrer, je me rappelle que je passe par une espèce de tunnel. Je suis en lévitation, je passe dans ce tunnel, ça va très très vite. Et en fin de compte, j'intègre mon lit, j'intègre tout, donc je me retrouve dans ma chambre. Voilà, ça, je me rappelle très bien de toutes ces images quand j'ai fait la deuxième régression. Et c'est vrai que contrairement, pas. Alors j'ai été quand même, si vous voulez, très secouée de la deuxième régression, mais à la fin de la régression, j'ai été comme très calme. C'est-à-dire, je me disais, voilà, je comprends maintenant tout ce que je voyais dans des états seconds, des états de conscience modifiés. C'est comme si j'avais la confirmation que, voilà, ce que j'ai vu ou ce que j'ai vécu à travers ces séances, eh bien, ça me rappelle quelque chose. Maintenant, je ne suis pas folle. Il y a quelque chose qui s'est passé. Voilà. En rediscutant, en discutant avec des personnes abductées, on s'est aperçu qu'il y avait des phénomènes similaires qu'on avait vécus, que en relatant moi-même mon témoignage, des personnes nous ont contactés, ont téléphoné, ont écrit au CERO pour dire, mais par exemple, le phénomène du filet rouge de lumière, je l'ai vécu aussi. D'accord. Alors que si vous voulez, ce phénomène-là, moi je ne l'ai jamais vu ni entendu ailleurs, par qui que ce soit. Donc c'était un élément pour moi nouveau que je découvrais à travers mon... Voilà. Après la suite, si vous voulez, il m'est arrivé de faire d'autres régressions plus tard. Mais si vous voulez, par exemple, le livre de John Mack, puisque je suis arrivée à lire ce livre qu'il a écrit sur les abductions, en lisant des choses, il y a des souvenirs qui me sont revenus en mémoire. J'étais même des fois pas bien en lisant le livre. Voilà, ça me mettait mal à l'aise. Il y avait des choses qui, et je me suis dit mais c'est pas possible. Ça me rappelle des souvenirs. Je comprends maintenant par rapport à tel événement ou tel autre. Voilà. Disons voilà les grandes lignes. Et après donc avec des abductés que j'ai rencontrés, on a pu échanger des informations ensemble parce qu'il y a des recoupements, c'est vrai, dans les gens qui viennent au CERO, à l'association. Quand ils racontent leur histoire, il y en a qui apportent des éléments nouveaux et donc on apprend encore des détails supplémentaires. Et c'est vrai qu'en France, c'était difficile
de pouvoir, enfin, bon, de monter l'association quand même, parce qu'il fallait trouver les personnes en adéquation nécessaires pour pouvoir la constituer. Donc, en l'occurrence, d'avoir des psychologues hypnothérapeutes, des psychologues cliniciens en l'occurrence, puisque Isabelle de Cocheco qui nous a rejoints, qui est aussi de l'INRES, et puis d'autres psychologues qui nous rejoignent là actuellement. Donc c'est vrai que c'est comment vous dire, on a des contacts de toute la France, hein. Oui. De toute la France et même de l'étranger. Mhm. Parce qu'il y a des abductés, même des Belges qui nous ont contactés. On a eu même de Jordanie, on a eu un mail de Jordanie d'une dame qui vivait des abductions, qui cherchait une aide. Donc j'ai essayé de la conseiller comme je pouvais. On en a eu même des États-Unis qui nous écrivent, alors qu'il y a je les renvoie vers Cerveau International. On a des gens, il y en a eu un monsieur d'Algérie qui a vécu des choses hallucinantes sur les enlèvements. Voilà, on a différents pays qui nous écrivent par rapport, mais là on est concentré sur la France parce qu'il y a de plus en plus de gens qui nous appellent. Et ce qui est important au sein du CERO, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on a cette structure qui permet d'avoir à la fois une compréhension des phénomènes qui nous arrivent. Enfin, on n'a pas toutes les réponses, mais on a une compréhension et une analyse à travers les récits et en même temps un décryptage qui nous aide par rapport aux psychologues. Et puis en même temps, il y a un suivi qui se fait, parce qu'il y en a qui vont revoir les psychologues pour comprendre les phénomènes et les enlèvements, le suivi de ce qui s'est passé dans leur vie. Et en même temps, on a créé un groupe de recherche pour travailler sur l'aspect médical de ce que nous vivons, c'est-à-dire si on a des caractéristiques particulières au niveau sanguin, si on a des caractéristiques sur les méthodes alimentaires, enfin beaucoup, il y a plein de choses qu'on a mis en place, sur lesquelles on travaille actuellement. Voilà. D'accord. Euh, donc vous dites que vous avez recours à l'hypnose, mais comment être certain que les témoignages des expérienceurs ne sont pas de faux souvenirs? C'est une très bonne question et c'est vrai qu'avec les psychologues cliniciens, eux ont des méthodes donc qui sont dues à leur profession Oui. pour comprendre et analyser. Alors dire que tous les souvenirs sont réels, on ne sait pas, effectivement, c'est très juste. On ne sait pas si tous les souvenirs qui reviennent en mémoire sont des souvenirs écrans ou des souvenirs qui sont reliés à comment dire, des, des phénomènes qu'on a vécus ou du moins des traumatismes, voilà, etc. Ça aussi, c'est un travail de recherche qu'on fait. Alors après, les psychologues, avec les méthodes qu'ils ont, arrivent à détecter déjà si les personnes ont vécu un traumatisme réel dans leur corps. Parce qu'ils nous ont expliqué que le corps ne ment pas. Le souvenir du traumatisme, il reste engrammé dans le corps et il ressort au moment du récit. Voilà. Donc ça, c'est un des éléments qui nous permet comment dire, enfin c'est ce qu'eux nous expliquent, qui permet de voir s'il y a eu quelque chose qui s'est passé ou non. Voilà. D'accord. Et une fois le témoignage, enfin, ou les témoignages recueillis, est-ce que vous faites une enquête de terrain avec la personne, c'est-à-dire essayer de savoir en fait où est-ce que ça s'est passé, s'il y avait ce jour-là, est-ce qu'il y a eu d'autres témoignages par rapport à ce que raconte la personne, est-ce qu'il y a eu d'autres témoins, est-ce que comme nous on peut faire au sein de l'association lorsque l'on mène les enquêtes, puisqu'on va sur le terrain, est-ce que vous faites comme ça ou comment se passe une fois que vous avez recueilli le témoignage? Qu'est-ce qui se passe après? Alors, d'abord, il faut savoir que quand on a des gens qui nous contactent, ça passe par le site internet Oui. qui est cero-france.com où les gens effectivement nous décrivent leurs témoignages. Bon. Après, on les appelle dans un premier contact, on les écoute, on prend des notes et effectivement on pose des questions très justes, effectivement, de savoir quand ça s'est passé, où ça s'est passé, avec qui, dans quelles circonstances, jour et nuit, etc. Enfin, on a tout un tas d'éléments
d'informations qui nous permettent de comprendre déjà si on est dans un mode expérimental ou un mode fantasmagorique. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont lu beaucoup, beaucoup, certains de livres sur les ovnis et parfois s'intègrent au récit et on s'aperçoit que en fait, si on creuse un petit peu plus loin, on avance dans les questions, on s'aperçoit que les personnes réellement, ou du moins dans l'hypothèse d'un enlèvement, c'est dû plutôt à du récit que à du vécu. Donc déjà, ça fait entre guillemets un écrémage, c'est-à-dire que les psychologues sont en deuxième partie, je dirais, où eux vont faire un travail sur la partie psychologique pour comprendre si la personne a une pathologie, parce que par exemple c'est arrivé que des personnes avaient une pathologie, c'est-à-dire une paranoïa ou une schizophrénie, et à travers ça, ce n'est pas, on les condamne absolument pas, mais les psychologues disent, bah, écoutez, voilà, il faut mieux vous faire suivre parce que ça a lieu à un état de schizophrénie qui correspond, voilà, à tel type, etc., de pathologie que vous avez et qu'il faut traiter de telle manière, voilà. Mais pour la plupart, le deuxième filtre qui est ensuite donc les psychologues amène que justement les gens viennent, on a un groupe de parole, on invite les personnes qui ont passé l'entretien en principe avec les psychologues à venir à un groupe de parole que nous organisons normalement à Paris tous les 2 mois dans un endroit approprié pour ça, où on fait ce groupe de parole et on a, comment dire, une écoute avec les gens qui sont là. On essaie de ne pas faire de trop grands groupes pour pouvoir que tout le monde s'exprime. Et le matin, on fait ça. Et l'après-midi, il y a comment dire, des régressions qui sont effectuées, puisque les psychologues sont là avec nous. Et on a des groupes d'échanges, de discussions sur des thèmes précis, voilà, qui peuvent être liés aux enlèvements, qui peuvent être liés à des questions profondes que les gens se posent. Disons qu'il y a quand même une enquête qui est faite effectivement pour savoir au départ quel est le contexte dans lequel les personnes qui nous abordent sont. Tout à fait. Tout à l'heure, vous parliez donc que vous-même, vous aviez eu pas mal de phénomènes paranormaux auxquels vous aviez assisté. Et est-ce que vous pensez que cette sensibilité au paranormal a fait que vous avez été choisi donc par les entités, entre guillemets, qui vous ont enlevé? Alors, les phénomènes paranormaux, en fait, moi je ne les avais pas associés au phénomène des enlèvements et ni des rencontres avec les visiteurs. Parce que dans mon esprit, je vivais ça depuis l'enfance, les phénomènes paranormaux. Donc l'association des deux, c'est-à-dire des rencontres visiteurs et les visiteurs, on dit parce que on les appelle comme ça hein, en général, extraterrestres, bon, et les phénomènes paranormaux. Alors, des enquêteurs, en l'occurrence de Lignard dans la nuit, m'ont dit, écoute, nous, de ce qu'on comprend après de nombreuses enquêtes, c'est qu'a priori, les phénomènes paranormaux se déclenchent après les rencontres avec ces êtres-là. Mais je dis, moi, personnellement, c'est depuis l'enfance que j'ai ça. Donc, ça voudrait dire que ça remonte très très loin, quoi. Effectivement, ça correspond à ça. Je n'avais pas fait le lien du tout. Voilà. Maintenant, je ne sais pas parce que mon père avait des phénomènes paranormaux déjà. Ma mère en a aussi. Bon, mes enfants en ont eu aussi dans l'enfance. Et donc, si vous voulez, ça voudrait dire que toute la famille était en contact avec eux, quoi. Vous voyez, si on extrapole. Hein. Donc là, dire que les phénomènes paranormaux pardon, sont déclenchés ou ça les intéresse, là je ne sais pas, parce qu'on pourrait dire que nous avons beaucoup de mécanismes d'émotions, de choses particulières, je dirais, dans la psychologie, en tant qu'humain, qui font que ces mécanismes, déjà on a du mal à les comprendre, puisqu'il y a certaines personnes qui ont essayé de les analyser, de les tester, etc.
et qu'on ne sait pas encore, ou encore aujourd'hui, comment ça fonctionne réellement, je dirais que cet aspect-là de la paranormalité, est-ce qu'elle est reliée, est-ce qu'ils nous ont choisis pour ça? Je suis pas sûre parce qu'il y a d'autres personnes que je connais qui n'ont pas forcément systématiquement de phénomènes paranormaux, même s'il y a, c'est vrai, par exemple, des gens qui disent bah, maintenant je peux guérir, j'étais en contact avec eux, je peux guérir d'autres personnes, je suis magnétiseur, etc. Enfin bon, ils ont tout un tas de choses qui se déclenchent par rapport à leur entourage. Mais dire que c'est systématique, je ne suis pas si sûre. D'accord. Voilà. Donc dire qu'on a été choisi pour ça, je ne suis pas si sûre non plus que ça soit relié, en fait. Euh, Tout à l'heure, vous nous avez dit également que ces extraterrestres donc créeraient une race hybride. Dans quel but créer une race hybride? Alors, si vous voulez, moi, enfin, cette notion d'hybridation, euh, bon, effectivement, quand on a posé la question, parce que dans ma régression, Daniel Goldschmidt a dit, mais pourquoi l'hybridation? L'être avec qui j'étais en contact, j'entends télépathiquement, dit, mais euh, vous avez une humanité qui est complètement brutale, enfin complètement, je dirais, déstructurante et puis, comment vous dire, qui est suicidaire, quoi, quelque part, qui détruit. Et quand, en fait, alors là, j'extrapole parce que ça, c'est tout ce que j'ai entendu à ce moment-là. Et c'est pour ça que, ah oui, et puis vos gouvernants sont des fous, pour la plupart. Euh, Ce que là, ça s'est arrêté là, mais bon, à la discussion et à différents entretiens avec d'autres abductés, les êtres nous disaient que, en fait, justement, la destruction de la terre, la pollution, tout ça, tout ce qu'on fait, les guerres et tout, amènerait qu'ils voudraient créer ces hybridations pour que les êtres humains, entre guillemets, hybrides, soient prêts à eux les rencontrer pour ne pas créer de choc, je dirais, phénoménal, parce qu'on sait que tous les contacts qui se sont faits de civilisation à civilisation, quand il y avait des décalages ou même des différences fondamentales, enfin assez importantes, je dirais pas en plus ou en moins, mais des différences de civilisation, quand il y en a une qui arrive et qui prend en prise sur l'autre, elle déstructure complètement celle qui est je dirais, envahie, quoi. D'accord. Donc voilà. Mais maintenant, dire cette hybridation réelle, on entend beaucoup de choses. David Jacob aux États-Unis en a parlé aussi de ça. Je reviendrai tout à l'heure sur le livre qui a été traduit en français pour la première fois par les éditions Atlante, Christelle Sobal et Jean Librero, le traducteur. Mais il apparaîtrait que ces êtres, les hybrides qui sont créés, qui ont une forme humaine, puisqu'ils sont quand même du sang humain, etc., euh, pourraient aider enfin, pourraient aider, soi-disant, créer une nouvelle espèce humaine, quoi, voilà. D'accord. À l'heure actuelle, au sein du CERO, combien de cas, de témoignages avez-vous recueillis? Est-ce que le phénomène est quand même d'une grande ampleur ou est-ce vraiment quelque chose de très rare et, Nous, depuis que l'association est créée en 2014, on doit être à peu près à 200 personnes qui nous ont contactés, plus de 200 personnes. oui. Et alors, les gens qui viennent et qui sont, parce que comme je vous ai dit, il y a des filtres par rapport à l'association. Il y en a qui viennent, qui nous décrivent ce qu'ils ont vécu et qui disent non, ils nous racontent ce qu'ils ont vécu pour pouvoir trouver un lieu de soulagement par rapport à leur vécu où ils n'ont jamais pu en parler. Mais ils disent merci pour votre écoute, mais ça va maintenant, je peux continuer ma vie, etc. Il y en a d'autres qui viennent, qui restent, et d'autres qui viennent et qui font des régressions et qui s'en vont parce qu'ils se sentent mieux, ils ont pu donner un sens à leurs expériences et ils disent, bon, bah, pour le moment maintenant je peux me débrouiller, je suis en état de repartir, merci pour votre aide, etc. Il reste une année et ils repartent. Donc le flot
en fait, on pensait que des gens en nombre important allaient rester dans l'association parce qu'on a besoin de soutien aussi en plus, vraiment aussi bien, je dirais, d'équipe et financière aussi. Je le dis parce qu'on est tous bénévoles, hein. Les psychologues sont des bénévoles, nous en tant qu'expérienceurs, on est tous bénévoles, c'est-à-dire que, si vous voulez, c'est les cotisations qui nous aident et puis les dons que les personnes peuvent faire. Donc là, on a vraiment besoin de soutien pour pouvoir justement continuer et puis rechercher. Parce que maintenant, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de monde qui nous contacte, c'est de toute la France. En fait, c'est un phénomène de grande ampleur, oui. Voilà. Mais c'est resté très tabou. C'est encore tabou en France, hein. Oui. Mais disons que comme notre structure, elle est quand même assez sérieuse, elle est construite, assez solide, on essaye de la faire vraiment avec que ça soit quelque chose qui soit pérenne dans le temps. Donc des gens se sentent rassurés quand même pour venir, pour échanger, voilà. Alors justement, aux États-Unis, donc on a découvert des cas d'enlèvement américains par l'intermédiaire donc d'émissions télévisées ou radiophoniques, alors qu'en France, il n'y a pas d'émission justement qui traite de cas français. Pourquoi la France ne s'intéresse pas aux cas d'enlèvement? Enfin, les émissions télévisées, mis à part les émissions de Stéphane Alix, qui a abordé le problème, on sent que la France, ils sont assez frileux à parler de ça. Vous parliez tout à l'heure, vous disiez que c'était tabou, mais effectivement, on sent qu'il y a une chape de plomb au-dessus de ça. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que Stéphane Alix a fait plusieurs émissions qui s'appelaient Enquête extraordinaire. Il y a eu sur des chaînes de la TNT quelques émissions qui relataient des expériences d'abduction. Et donc, on a été interviewés, moi et certains membres de l'association, où on est passé vraiment dans une émission. On a été en documentaire. On a expliqué effectivement nos abductions. Mais sur les chaînes de grande écoute, je dirais enfin au sens grande écoute, parce que bon, Stéphane est passé, je crois que c'était M6, et il y a eu quand même, c'était une certaine écoute, hein, parce que moi j'en ai entendu parler, et des gens sont venus, nous ont dit, voilà, et ça reste quelque chose qui fait peur, en fait. Ça fait peur aux gens. Moi, des fois, j'en parle à quelques personnes. Je suis très prudente par rapport à pouvoir parler de ce sujet parce que bon, les témoignages d'ovnis, des gens qui voient les ovnis, etc., bon, les objets ne volant non identifiés, il y en a qui en voient. Moi-même, j'ai eu 6 fois, j'ai été témoin d'objets volant d'ovnis. Donc, aussi bien avec des personnes que seul, hein, j'ai été témoin. Mais disons que la rencontre rapprochée avec enlèvement, et alors là, je n'ai pas parlé des implants, parce que les implants, c'est encore quelque chose de beaucoup plus incisif, je dirais, pour nous. C'est-à-dire que beaucoup, nous sommes implantés avec un objet, des objets. Alors, il y a les implants physiques et les implants éthériques, ce qu'on appelle. Et les implants physiques, on en a où vraiment on les voit. C'est-à-dire qu'on peut les scanner, on peut les radiographier. Il y en a dans l'association qui en ont. Il y en a d'autres où on les voit ils sont détectés par des magnétiseurs, par exemple. Des gens qui ont des dons particuliers, qui captent très bien les implants à des endroits du corps, qui nous disent sans savoir. Moi-même, j'ai eu l'expérience où plusieurs personnes, sans se connaître, m'ont dit à des endroits très précis de mon corps où il y avait des implants, sans se connaître. Voilà. Donc, c'est pareil, cette histoire d'implant, ça peut faire peur aux gens, ça peut être, je dirais, quelque chose qui est très mystérieux, qui fait qu'aux États-Unis, c'est vrai qu'il y en a un certain nombre, puisqu'il y a le docteur Roger Leir qui s'en est occupé, qui a vraiment traité d'une façon scientifique ce sujet. J'espère qu'on va y arriver, nous, en France. C'est-à-dire nous, le CERO, on est en train de travailler là-dessus, c'est-à-dire contacter des médecins, un médecin en l'occurrence, et puis dans le milieu médical, on essaye d'avoir justement des liens pour pouvoir travailler sur cette partie, je dirais, avoir un aspect médical des choses plus et scientifique que de rester dans des considérations, oui, bon, bah, il y a des implants, point barre, et puis c'est tout, c'est peut-être de l'imagination, c'est toujours dans...
au lieu d'être dans le concret, dans la vérification, nous, c'est ce qu'on demande. Mhm. On cherche justement à travailler dans le concret et dans l'aspect scientifique des choses. Voilà. Donc le fait qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est ça. C'est aussi parce que ça fait peur aux gens. Les gens qui viennent, je dirais qu'il y a des, comment dire, des cinéastes qui viennent, qui ont essayé de filmer. Il y en a un qui l'a fait déjà, il y a un documentaire qui doit sortir. On a vu déjà un petit peu ce qu'il a filmé, c'est très très bien fait. Sébastien Nussdam, il s'appelle, et il a été en contact avec l'INRES. Et il est venu d'ailleurs à des réunions un groupe de parole où il a pu filmer ce qui se passait. Et bon, on essaye, c'est un peu pas à pas, on avance petit à petit sur ce sujet. Nous-mêmes, on sait que en tant qu'abductés, enfin donc enlevés, ce que nous vivons et ce que nous avons vécu par rapport au traumatisme que ça peut faire, donc les gens qui n'ont pas vécu ça, qui nous regardent, qui nous écoutent, ils ont des fois la possibilité d'avoir les cheveux qui se restent sur la tête. Et puis nous traiter de fous, nous traiter d'affabulateurs, etc. C'est assez dur d'ailleurs, parce que quand on a vécu des choses comme ça, et même quand il y a un traumatisme, c'est très dur de s'entendre dire qu'on affabule et que ça nous renferme encore plus dans notre traumatisme au lieu de nous aider. Et au sein du CERO, justement, on a une écoute active pour pouvoir aider les personnes voilà, qui vivent ces expériences-là. Myriam Belmire, merci. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Et je crois que vous nous avez apporté 2 livres. Alors, ce que je voudrais dire, pardon, Oui. c'est qu'il y a 2 livres qui sont sortis. Donc, Il marche parmi nous de David Jacob, qui est Oui. la première fois traduit en français par Jean Librero et aux éditions Atlante, Christelle Seval. Et ce livre, je le recommande. Alors, bon, Christelle Seval des éditions Atlante nous a demandé, en tant que CERO, de faire la préface. Mais dedans, il y a l'explication, tout le travail qu'a fait David Jacob, qui est américain, qui a reçu énormément d'abductés en hypnose, etc. Et qui a étudié, c'est un historien, mais il a étudié beaucoup le phénomène des abductions. Donc je le recommande pour le lire, parce que comme c'est la première fois qu'il a été traduit. Et l'autre livre qui est de Corrado Malanga, qui est en Italie, qui a été traduit aussi par Jean Librero et aux éditions Atlante de Christelle Seval, qui s'appelle Les ovnis de l'esprit, que je recommande aussi. Alors, il y a comment dire, ça a traduit des régressions qui ont été faites sous hypnose de cas en Italie, et c'est vrai que Corrado Malanga a beaucoup, c'était assez noir, je dirais, des fois ce qu'il décrivait, mais il a évolué énormément par rapport au phénomène des abductions, et il a ouvert son esprit à d'autres choses sur des modes de compréhension peut-être un peu moins négatifs qu'il avait au début. Et c'est très intéressant par rapport aux descriptions qu'il peut en faire sur le phénomène des abductions en Italie. Voilà. Merci. Merci Je vous beaucoup. remercie aussi d'être venu et d'avoir pu Merci. permettre que le CERO, et en l'occurrence moi, je puisse expliquer ce que c'est que le phénomène des abductions en France Oui. et notre association. Donc j'invite, s'il y a des gens qui ont vécu des expériences, à nous contacter sur le site internet cero-france.com, et on a un email qui est serofrance d'un seul tenant attaché @hotmail.com. Voilà. Merci. Merci.